Daniel Obono, quand on entend alors donc ces Français dire dans ce reportage, bah, nous on est partis pour le week-end de Pâques parce qu'on avait besoin de souffler. C'est dû à quoi? Un déficit de clarté de la part du gouvernement ou simplement un manque de résilience des Français qui n'y arrivent plus? Bah déjà, il faut rappeler que les Français et les Françaises, toute la population tient depuis plus d'un an dans un contexte particulièrement éprouvant. Et je pense qu'il y a une charge mentale et une usure psychologique. On a parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, de l'impact. La quatrième vague, c'est une vague psychologique. Donc voilà, je pense que ça traduit ça. C'est-à-dire que malgré tout, malgré y compris les contradictions de la stratégie gouvernementale, c'est la population qui permet encore que l'on tienne. Ce sont les soignants et soignantes qui permettent que l'hôpital tienne. Donc je pense que c'est ce qu'il faut saluer. Mais il y a effectivement une usure et je crois que la communication erratique des dernières semaines où on nous annonce des annonces qui n'arrivent pas, on nous annonce des scénarios maximalistes et puis finalement on a une espèce de entre-deux, de confine mou, voilà, tout ça joue aussi, je crois, sur voilà, la capacité de résistance, ne serait-ce que psychologique. Mais c'était important de souligner que pour la très très grande majorité, je pense, des Français et Françaises, la possibilité de souffler ne sera pas offerte ce week-end. Donc c'est encore, et pour une partie également, qui ne peut pas télétravailler, qui vont devoir continuer à travailler dans des conditions dont on ne sait pas comment la sécurité sanitaire sera contrôlée. Voilà, tout ça pèse énormément et je pense qu'il faut continuer à saluer la force et la résistance de tous et toutes, malgré quand même ce qui est un constat d'échec de la stratégie du gouvernement. Et sur cette feuille de route, là, sur ces consignes pour les 3 prochains jours et les 4 prochaines semaines, est-ce que là, vous trouvez tout de même que cette fois, les consignes sont claires et que la feuille de route est limpide? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que tout soit limpide, vous avez y compris. Tout compris, vous, par exemple. Non, moi je ne suis pas sûre d'avoir tout compris et de savoir véritablement jusqu'où je peux aller et pour quel motif. Mais le problème, c'est d'abord le cafouillage sur. Vous en parliez tout à l'heure, les assistantes et les assistants maternels. Le problème des personnes qui sont censées télétravailler et garder leurs enfants. Donc voilà, tout ça ne clarifie rien. Et puis surtout, en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est à quoi ça va servir en fait ces 3 prochaines semaines, ce confinement hybride. Est-ce que vont enfin être mises en place des mesures, par exemple dans les écoles, pour assurer qu'à la rentrée, on nous a annoncé qu'il y aurait une rentrée, eh bien on ne va pas faire rebelote, c'est-à-dire que tout ça doit servir à quoi? Et moi, c'est vraiment ça qui m'interroge, au-delà des ajustements que tout le monde, je pense que tout le monde va s'adapter et essayer de faire au mieux, mais est-ce que ça va servir à enfin mettre en place des alternatives pérennes au confinement? Parce que sinon, à un moment donné, ça va craquer. Oui, ce yo-yo psychologique, émotionnel et physique, mental, ça ne va pas tenir comme ça éternellement. Et je crois que c'est ça qui doit aujourd'hui interroger et c'est à ça que doit répondre le gouvernement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Daniel Obono, vous vouliez répondre? Bah oui, parce que je ne pense pas qu'on puisse considérer que les jours qui se sont déroulés dernièrement, ce sont des jours gagnés. Excusez-moi, la raison pour laquelle on ferme les écoles, c'est alors qu'il y a encore une semaine, 10 jours, vous aviez un ministre de l'Éducation nationale qui nous disait absolument pas, il ne faut pas fermer les écoles. Ils ont été obligés à faire cela. Dit effectivement ce serait du dernier recours. Mais oui, mais le problème c'est d'arriver au dernier recours. Pourquoi est-ce qu'on en arrive au dernier recours? Pourquoi est-ce que dans les écoles, excusez-moi, dans les non, pas comme là, excusez-moi. Énormément de pays. Excusez-moi, pas du tout. On est l'Allemagne qui a gardé le plus les écoles ouvertes. Les autres pays, c'est une vraie victoire pour les enfants. Excusez-moi, contre le décrochage scolaire. Allez dire ça aux parents. Allez dire ça aux parents, en fait, qui se sont retrouvés complètement désemparés quand ils apprenaient par la bande qu'il y avait des cas contacts dans les écoles de leurs enfants, qu'ils n'étaient pas informés, qu'on ne les suscitait pas. Donc non, la question c'est pas facile. Mais personne ne pense en gardant les écoles ouvertes. Personne ne pense que ça a été facile. Le problème, c'est qu'est-ce qui a été fait 2 mois qui ont été pour gagnés, construire des alternatives. 2 mois Mais à quoi ils ont été, à quoi elles ont servi ces 2 mois? Est-ce que, encore une fois, on a systématisé, par exemple, les demi-jauges?
dans tous les établissements scolaires, alors qu'on sait que c'est un moyen pour réduire le nombre de personnes en classe. Est-ce que on a réussi à atteindre, par exemple, un niveau de vous garantissez la continuité pédagogique en demi-jauge? On recrute, par exemple, du personnel pour accompagner les enseignants, c'est des gens qu'on recrute comme ça? Non, on recrute du personnel. C'est un manque de considération. Écoutez, je pense qu'en matière de manque de considération, le gouvernement a assez fait comme ça, et je crois qu'une partie des raisons pour lesquelles on se trouve dans cette... Madame, s'il vous plaît, laissez-la terminer. Et après, on a une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, par exemple, l'hôpital est dans cet état, c'est par le manque de considération du gouvernement à cet égard. Et donc je parlais des écoles, et oui, et je pense que les profs, excusez-moi, mais les profs aussi, ils auraient beaucoup à dire à leur ministre s'ils faisaient autre chose que de faire des chasses aux sorcières. Mais pour les écoles, comment on assure la continuité pédagogique? Nous, depuis des mois, nous proposons justement de recruter notamment des étudiants et du personnel qui permettrait d'alterner d'une part les cours en présence de mi-jauge et de l'autre l'accompagnement scolaire, et donc on puisse systématiser. Nous proposons d'adapter les salles de classe, de mettre en place des stratégies de purification d'air. Il n'y a pas, madame. Oui, mais on peut réquisitionner, vous savez. Vous pouvez pas aller chercher des gens comme ça pour les mettre en classe. Bien sûr que non, on ne peut pas le faire. C'est important l'éducation des enfants. On ne peut pas le faire, mais on peut recruter et former des gens pour alterner. Excusez-moi, c'est ce qui a été c'est ce qui a été fait, par exemple. Madame, on va avancer, s'il vous plaît. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait en Italie, et ça fait un an en fait qu'on avait les moyens de prévoir tout cela. Et donc, excusez-moi, je ne crois pas qu'on puisse considérer que les derniers mois ont été bien attribués par le gouvernement. Vous parliez des... Il y a 2 tribunes, Daniel Obono, qui ont été diffusées dans la presse dimanche dernier de soignants pour alerter sur la situation dans les services de réanimation et le tri à venir des patients. 2 tribunes qui ont forcément été lues par Emmanuel Macron, qui l'ont peut-être d'ailleurs incité à prendre ces mesures qui ont été annoncées. Ils font de la politique aussi maintenant, les médecins. Je ne sais pas s'ils font de la politique, mais ils font leur travail, c'est-à-dire essayer de prévenir les morts, et ils font leur travail aussi de citoyens et citoyennes, d'alerter en fait les pouvoirs publics. Je crois que les applaudissements et les remerciements télévisuels ne suffisaient déjà pas il y a un an, parce que c'était déjà des moyens pour pouvoir faire leur travail que demandaient les soignants qui étaient mobilisés depuis des mois, et ça ne suffit certainement pas là encore aujourd'hui. Donc on se retrouve encore dans un pays où l'hôpital est en tension, extrême tension, ce qui n'est pas le cas par exemple en Allemagne, où il y a des mesures de restriction, mais qui sont beaucoup moins fortes que cela, et où il n'y a pas de tension de ce niveau-là au niveau hospitalier. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Quels moyens on a donné à l'hôpital pour pouvoir faire face à ce qu'on savait qui allait arriver? C'est des vagues suivantes après la première vague. On nous a annoncé des chiffres d'hôpitaux, de lits de réanimation qui faisaient des yo-yo. Du coup, on ne savait pas. On nous présentait 12 000 nouveaux lits. Finalement, on en a eu moins. Donc, on ne sait pas. Et puis surtout, je pense que sur le terrain, ce à quoi sont confrontés les soignants et les soignantes, c'est à la fermeture de lits et la fermeture de services. Juste un exemple, en région parisienne, là, j'étais il y a quelques jours à l'hôpital Bichat, devant l'hôpital Bichat, où il est prévu que cet hôpital ferme. Ça veut dire 400 lits en moins, c'est 1000 postes en moins. Quelle est la cohérence? Ça fait un an qu'on est en crise sanitaire, que ce genre de stratégie qui a mené justement à la tension extrême dans les services continue de se mettre en œuvre. Et je pense que c'est à ça que sont confrontés les soignants. Et malheureusement, pour terminer, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a aussi des difficultés pour faire face, même quand on ouvre des lits, parce que les soignants ne veulent plus y aller. Enfin, de plus en plus de soignants ne veulent plus et ne peuvent même plus, je pense, physiquement, supporter cette pression-là, en fait. Et je crois que c'est vraiment... c'était très dur ce qu'ils ont dû et ce qu'elles ont dû supporter. Là, ça devient inhumain parce qu'on sait aussi qu'il y aurait les moyens de faire autrement et de prévenir. Et celles et ceux qui alertent le font pas juste depuis quelques jours, depuis des mois et des mois. Et même si vous considérez que ça n'est pas encore assez, je rappelle quand même que plus de 8 milliards ont été débloqués par le gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé. Ça n'est pas rien. Et après des années il faut aussi le rappeler. Mais rappelons aussi que... Merci beaucoup, Daniel Obono. Il est 23h et vous avez besoin de filer. Mais ce que vous rappelons que le gouvernement demande encore aujourd'hui, dans les plans de financement de la sécurité sociale, plusieurs milliards de restrictions budgétaires. Donc on peut donner d'un côté, si on reprend 2 fois plus, en fait, le compte n'y est toujours pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que les soignants le savent.
tous les jours, au quotidien, et vivent cette restriction merci de également.